Bonjour. 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 Bonjour à tous. Merci donc beaucoup d'être là. Nous, c'était vraiment important pour nous de t'accueillir cette année dans le séminaire sur le structuralisme, puisque le thème de l'année, c'est les pensées et les esthétiques du terrestre. Et en l'occurrence, tu es effectivement une des pionnières en la matière sur ces réflexions. J'ai vu que tu avais amené Gaïa Graphie avec toi pour la discussion. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Donc, alors, c'est pas un livre signé de toi. Mais je suis confuse. Je n'ai pas apporté mon livre, croyant l'avoir offert à mes collègues et ils ne l'ont pas reçu. Donc, on va en parler. Voilà. Donc aujourd'hui, on va centrer la discussion autour d'une proposition conceptuelle et figurative, puisque nous avons ces magnifiques diagrammes, cosmogrammes précisément, qui nous servent de support de discussion, qui en fait sont le résultat d'un travail que tu as mené donc, dans le titre, c'est les théâtres du monde, hein, et il y a le sous-titre. Théâtre du monde, il y a un sous-titre. Fabrique de la nature en Occident. Voilà. Fabrique de la nature en Occident, qui est paru à la découverte l'année dernière, en 2024, et qui est une enquête sur les transformations et les mutations cosmologiques à l'époque moderne, telles qu'elles en fait s'expérimentent, se mettent en œuvre, s'actualisent dans le théâtre, au théâtre, comme lieu privilégié de ces mutations cosmologiques. Je vais peut-être te laisser, je ne sais pas si c'est... de cette histoire-là, de ces différentes mutations, sont effectivement... mais alors, c'est un dialogue à la fois entre des modes de représentation et des figurations scéniques et théâtrales et des textes de la philosophie, et tels que Descartes, Bacon, qui sont des figures assez centrales, avec un aller-retour permanent entre la question de la science et de la fiction, et du fictionnel, qui est en fait le cœur de ton projet de recherche depuis les contes de la Lune, il y a déjà 10 ans, qui est ressorti en poche au même moment pour accompagner cette réflexion. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là, et puis j'ai hâte de discuter. Eh bien, merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup Patrick, je suis très heureuse d'être là. Un petit peu intimidée aussi parce que je me rends compte que ça fait un petit moment que je n'ai pas été dans un cadre académique. Je suis chercheuse au CNRS, mais je passe ma vie en ce moment dans les théâtres au sens propre. J'étais à Beaubourg toute la journée, dans la grande salle de Beaubourg, ayant décidé de m'accorder un petit moment de pure mise en scène après la publication du livre dont je vais vous parler ce soir. Donc le va-et-vient est constant pour moi. Je commencerai par un petit reproche, chère Jeanne, parce que hier, non mais un reproche gentil, suite au post Facebook que tu as fait, très gentiment, avec ça en fond, j'ai reçu une pluie de sarcasme, des gens qui me disent, mais vraiment, tu fais des trucs de plus en plus bizarres. C'est donc l'affiche du séminaire qui m'a valu cela. Des choses ésotériques, des choses perchées, enfin voilà, j'ai eu droit à pas mal de choses. Voilà. Donc j'ai été un peu vexée parce que, alors moins par le sarcasme, parce que ça c'est le jeu des réseaux sociaux, que par le contresens dont, à mon avis, il était le symptôme. Alors pourquoi un contresens ? Parce que me reprocher de faire des choses ésotériques et perchées, c'est, je crois, ne pas du tout comprendre ce que j'essaye de faire depuis des années, c'est-à-dire de rematérialiser simplement la pensée et d'aller chercher dans des lieux d'architecture, des artefacts, dans des situations matérielles, une manière de comprendre les formes implicites, les formes de la pensée, les formes de l'espace, les formes de la cosmologie. Le projet que j'essaye de tenir depuis un moment déjà, on pourrait
dire, est une forme de rematérialisation radicale, ou plutôt un moyen de naviguer entre l'abstrait et le concret. Et c'est pour ça que j'ai décidé, un peu témérairement, je crois aujourd'hui, de repartir de ce terme que j'utilise sans totalement aller au bout. Comme tu me l'as reproché, Patrice, j'ai reçu ton mail, j'ai relu ton mail en venant, un très très long mail extraordinaire de lecture que tu m'avais envoyé, sans totalement aller au bout de ce concept. Et j'aimerais essayer, non pas d'aller au bout avec vous ce soir, mais en tout cas de le retravailler à l'occasion de ce séminaire, en pensant qu'avec un public tel que vous, et accompagné de Jeanne et de Patrice, on avait des chances peut-être d'approfondir cette question. Donc, la motivation première du travail dont je vais vous parler ce soir, je vais vous raconter le livre, ne vous inquiétez pas, avant qu'on puisse essayer de le mettre à l'épreuve. La motivation profonde de ce travail, c'était de tester finalement la puissance heuristique du lieu théâtral. Vous l'avez compris, je suis metteur en scène et chercheuse, et c'est les deux ensemble que j'avais envie de tester. Le passage de la théorisation par la pensée à tout ce que le théâtre permet de donner à voir. L'hypothèse de départ du livre était que le théâtre en tant que petit monde est l'un des cosmogrammes, et je vais revenir à de nombreuses définitions que je vais vous proposer, l'un des cosmogrammes peut-être les plus longs dans le temps. En tout cas, l'un de ceux qui a perduré dans l'histoire, qui s'est transformé et qui nous permet, à ce titre, de nous renseigner sur l'évolution de nos manières de penser l'espace et l'organisation des êtres entre eux. C'est pour ça d'ailleurs, et je suis toujours dans mes préalables de l'introduction, c'est pour ça d'ailleurs que ce projet Théâtre du Monde entretient un lien particulier avec le livre de Jeanne, Zone, magnifique réflexion sur l'espace, comme vous savez, et avec les recherches de Patrice qu'il mène depuis longtemps sur les liens entre perspective, histoire de l'art et philosophie. Et voilà, je tiens à souligner avant qu'on commence que la discussion avec vous deux et les lectures précises que vous avez eu la générosité de faire de la première version du texte ont été essentielles dans ma réflexion, à tel point que j'en reprends des parties dans le livre que vous n'avez pas eu, dont vous ne savez même pas. Voilà. C'est donc une conversation, en quelque sorte, que nous poursuivons ce soir. Et c'est une autre conversation aussi que je tiens à souligner, qui est celle avec Bruno Latour, à qui est dédié ce livre, et qui a énormément discuté avec moi le manuscrit, au moment où il était à l'état d'habilitation. Par ailleurs, c'est un livre qui formule plusieurs hypothèses dont je ne suis pas totalement sûre. Et encore une fois, l'occasion pour moi d'un séminaire, c'est de remettre un petit peu sur la table du travail des hypothèses qui, même si elles ont été stabilisées provisoirement sous forme de livres, par la gentillesse des éditions La Découverte, à mon avis, sont totalement encore ouvertes. Donc j'aimerais partager avec vous de manière critique et approfondie certaines de ces hypothèses. Alors, les dispositifs, puisque c'est le sous-titre du séminaire, les dispositifs que j'examine dans le livre, et c'est ma première hypothèse, fonctionnent comme des structures. Et c'est là que j'aurais besoin de vous allez voir dans la dernière partie, parce qu'on est dans un séminaire sur le structuralisme, quel peut être le lien, c'est un peu la question de ce soir, entre cosmogramme et structuralisme. En tout cas, c'est la question que je ne vais pas résoudre, mais que je vous pose à vous qui suivez ce séminaire. Alors, les dispositifs, en tout cas tels que je les analyse, ordonnent le monde, lui donnent une forme intelligible, un cadre dans lequel les phénomènes naturels et humains peuvent être saisis, représentés ou compris. Ce sont, autrement dit, des modèles réduits du cosmos, le plus souvent. Vous allez voir pourquoi. Des maquettes conceptuelles qui tentent de traduire le chaos du monde en une forme sensible et organisée.
voilà une première définition des cosmogrammes. Mais j'aimerais vous en donner d'autres, et vous allez voir qu'il va y en avoir plusieurs tout au long de ma présentation, avec une envie d'essayer de définir avec vous quelle peut être la définition la plus opératoire pour nous. J'ajoute que la personne à qui j'ai emprunté le terme, qui ne lui appartient pas, hein, est John Tresch, qui est un collègue anglais, historien des sciences. On a le même directeur de thèse, qui est Simon Schaffer. John Tresch écrit un livre sur le cosmogramme depuis 20 ans. Donc, ça m'interroge. C'est-à-dire, heureusement que je n'ai pas appelé ce livre cosmogramme, j'ai mis suffisamment de temps à essayer d'écrire. Mais il me semble que c'est une partie de la question, la multiplication, la multiplicité des définitions du terme, son caractère à la fois très opératoire et toujours qui nous laisse sur sa faim, pour reprendre un petit peu ce que tu disais. C'est un des problèmes. Donc, je vais partir de façon très simple de la définition de John et je vais ensuite essayer de faire le lien avec mon objet à moi. Ça sera la première partie. Mon objet à moi qui est donc le théâtre et en particulier une définition cosmologique du théâtre. Le théâtre comme theatrum mundi, la vieille métaphore antique qui va être ressaisie de plein de manières jusqu'à la Renaissance, à l'âge classique et ensuite. Donc ça sera la première partie. Ensuite, je vais essayer de partager avec vous les problèmes, enjeux que continue à poser pour moi ce concept. Et enfin, la dernière partie, essayer de voir dans quelle mesure, c'est là que j'aurais besoin de vous, il est intéressant de l'articuler, c'est peut-être là qu'on va commencer à discuter plutôt que de l'articuler avec les questions qui sont celles de Jeanne sur la définition de l'espace, celle de Patrice sur la question de la totalisation et celle du séminaire sur la question du structuralisme. Alors, la première définition que je nous donne collectivement est donc celle de John Tresch, qui donne dans son article fondateur sur le cosmogramme. Il dit que c'est un objet cosmique. Un petit peu plus développé, un objet de fabrication humaine qui cherche à résumer l'ordre du cosmos. Et c'est là qu'on arrive tout de suite à un premier petit paradoxe ou à une première petite friction conceptuelle. Je cite Tresch, malgré ses ambitions généralisantes et universalisantes, tout cosmogramme a un emplacement matériel et une histoire spécifique et fait partie de pratiques et d'événements irréductiblement locaux. Tu peux nous rappeler le titre, la référence tu t'appelles Oui, absolument. Donc la référence exacte, c'est un article assez fondateur de 2007 paru dans ISIS, la revue d'histoire des sciences américaine. Et le titre, c'est Technological World Pictures, Cosmic Things and Cosmograms. Donc, image du monde technologique, choses cosmiques et cosmogrammes. Donc, on est vraiment là dans un cadre STS, si vous voulez, hein, Science and Technology Studies, puisque c'est paru chez ISIS. Et donc, c'était une version très histoire des sciences et des techniques de cosmogramme. Donc, si vous voulez, l'opération que j'ai faite dans ce livre Théâtre du monde, c'est d'utiliser ce concept et d'essayer de l'élargir, de le tordre, de l'appliquer, je ne sais pas quel est le bon verbe, à la question du lieu théâtral, qui est, donc, vous l'aurez compris, mon obsession. Pourquoi ? Parce que j'avais l'intuition, et je ne cesse de l'essayer de manière concrète au plateau et dans le livre, j'avais l'intuition qu'il y a dans ce lieu-là une capacité heuristique propre que je ne cesse de tenter de saisir. Je ne sais pas exactement de quel ordre elle est, cette capacité heuristique. Et j'oscille d'ailleurs
et je vous partage mes questions en même temps que mes conclusions, j'oscille toujours entre l'idée que ce serait une capacité heuristique qui va du côté d'une définition de l'espace ou d'une définition de la pensée. On verra, ça va ensemble dans ton livre, en tout cas. Alors, je commence, comme promis, une fois que j'ai donné cette petite définition, par, et là j'ai plus trop besoin pour l'instant de, si je vais quand même mettre une petite image, je commence par une espèce de petit résumé, un peu de mémoire du livre Théâtre du Monde, pour qu'on ait un petit peu un éventail commun, un catalogue commun d'exemples de cosmogrammes qui sont les miens, qui sont les cosmogrammes favoris, si vous voulez. Donc, ce que je fais dans le livre, c'est de repartir d'une série de lieux et d'architecture théâtrale précise, comme pour reprendre l'idée de Tresch, que les cosmogrammes ont comme caractéristique d'avoir un emplacement matériel et une histoire spécifique. Ce n'est pas des idées abstraites. Encore une fois, cette rematérialisation dont je parlais au début. Je pars de quelques cosmogrammes précis, et à partir de ces objets, vous me direz, le concept est exogène. Ce n'est pas comme ça que, bien sûr, les ingénieurs, philosophes, hommes de théâtre utilisaient le terme. Par contre, l'idée de théâtre mundi me sert de concept endogène, cette fois, et je passe mon temps à alterner entre la notion de théâtre mundi et celle de cosmogramme. Pour faire, vous voyez, si vous me suivez, quelque chose qui se situe entre l'histoire des sciences, l'histoire du théâtre et une réflexion plus philosophique, plus théorique sur un concept. Donc le théâtre comme cosmogramme, c'est un petit peu l'objet de ce livre. Je vais assez vite là-dessus, mais je vous donne quelques éléments. L'histoire du théâtre, telle qu'elle se déploie à travers des métaphores philosophiques comme Théâtre mundi, justement, est celle, on pourrait dire, d'une tentative incessante de figurer le monde, de lui donner une forme visible et saisissable. Théâtron, comme vous savez, le lieu d'où l'on nettoie. Le théâtre a été tour à tour miroir du cosmos, modèle du fonctionnement naturel et site d'expérimentation des forces vives. Le théâtre tel que moi je l'envisage et je le travaille dans ce livre est donc lui-même un cosmogramme, une maquette du monde, un espace où se rejoue symboliquement la relation entre l'humain, la Terre et le cosmos. On pourrait dire par exemple que le théâtre baroque, dont je me suis beaucoup occupée, est une sorte de laboratoire cosmique, puisque les machineries théâtrales du XVIIe siècle, avec leur ciel mobile, leurs tempêtes simulées, leurs effets de lumière, mettent en scène le cosmos comme un système ordonné et fragile. Je pars donc dans toute cette partie du concept de théâtre mundi, très ancienne formule, comme vous le savez, utilisée depuis l'Antiquité, qui est à la fois un concept philosophique et une métaphore du monde. C'est une des plus puissantes métaphores pour parler du monde. Le monde comme théâtre, le monde est un théâtre, le théâtre est un monde. Il y a une réversibilité dans le concept de théâtre mundi qui m'intéresse beaucoup, évidemment. Réversibilité qui permet de comprendre pourquoi le lieu théâtral est d'emblée, dès l'Antiquité, si vous voulez, porteur d'une signification cosmologique. Dans cette définition première, antique du théâtre, c'est le monde entier, ses éléments, ses phénomènes, ses êtres, ses dieux, qui entrent avec fracas dans la salle de spectacle. Je ne m'attarde pas trop dans le livre sur ce théâtre du monde antique, mais vous en avez une représentation, j'imagine, mentale, avec les grands théâtres que nous ont laissés les Grecs et les Romains. Moi, je commence, si vous voulez, à la fin du XVIe siècle, avec cet étrange théâtre qui est au-dessus de moi,
qui est le théâtre de Camillo. Et c'est un théâtre assez fascinant puisqu'il va me permettre de tisser le lien entre pensée et espace, justement. Il n'existe plus, en tout cas. Ce que nous avons, c'est un petit texte de Giorgio Camillo intitulé Théâtre de la mémoire. Ce que nous avons également, c'est ce plan qui est une reconstitution faite par Francis Sietz à partir de la description que donne Camillo dans son texte. C'est un des cosmogrammes les plus fascinants pour moi parce qu'il incarne à la fois une vision, je vous le disais, de la pensée, et c'est aussi un moyen de production et d'accès au savoir. Je vais vous expliquer comment. On reconnaît dans la gravure l'architecture de l'amphithéâtre antique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est totalement renversée. Dans les gradins, vous avez tous les savoirs du monde et les choses du monde. Quand je dis tous, c'est tous. Je reviendrai sur cette idée de totalité. Puisque par des systèmes de combinatoires, dans lesquels je ne vais pas rentrer, cette disposition est censée permettre d'avoir accès à absolument tout le savoir du monde. Là, c'est comme ça que Camillo vend son théâtre à François Ier, puisqu'il le vend, et il lui dit, un petit peu comme aujourd'hui les vendeurs d'IA, il dit, vous allez avoir accès à l'intégralité du savoir du monde par cette machine. C'est une machine, au sens, je dirais, antique du terme. C'est donc dans les gradins que nous avons tous les savoirs du monde. Et sur scène, au milieu de ces colonnes, un homme seul, qui est l'usager de ce théâtre, l'usager de la machine. Donc, vous voyez comment déjà cette étrange architecture utilise l'architecture du théâtre, mais en la renversant pour une seule personne et dans un but explicitement de production de savoir. Il me semble que dans ce cosmogramme-là se noue un lien très profond, j'aimerais qu'on discute après, entre espace et savoir, entre organisation spatiale et organisation mentale. D'ailleurs, et c'est un petit peu une anecdote, mais je la trouve intéressante, il y a un lien étroit au XVIe siècle entre théâtre, temple et encyclopédie, puisque les trois proviennent d'une pratique rituelle qui consiste, et ça va nous intéresser, à démarquer, à délimiter un espace du monde dans lequel les règles ordinaires de l'action sont suspendues. Donc là, on retrouve des définitions qu'on connaît de temple, comme cette espèce d'œil qui permet d'observer un point du ciel, mais aussi d'encyclopédie. Voilà, je fais toujours ce geste-là avec les mains dès que je parle de ce livre et de cosmogramme, parce qu'il y a cette idée de saisir un espace dans lequel quelque chose de particulier, pratique rituelle, savante, artistique, une pratique rituelle se joue. Le temple, l'encyclopédie et le théâtre, je continue un petit peu sur cette analogie étrange, sont des lieux où l'on regarde, que l'on délimite par des formules afin d'y opérer des augures. Et tout ce qui advient à l'intérieur de cet espace doit être interprété comme signe. Ce qui m'intéresse, c'est que les trois types de lieux sont fondés sur une frontière, une limite, qui les met à distance du monde, auquel ils se réfèrent, tout en rendant en quelque sorte cette référence possible. Et cette idée d'intérieur-extérieur, d'espace clos, elle m'a beaucoup suivie et elle continue à me suivre puisque c'est une des caractéristiques des théâtres encore aujourd'hui, des théâtres modernes, des black box. Et c'est quelque chose qui, pour moi, les relie très profondément à la question du modèle et de la maquette. Il me semble que le théâtre de Camillo est un bon exemple pour essayer de saisir cette matérialisation d'un geste à la fois savant, esthétique et sacré. Dans ce théâtre, l'architecture du cosmos est claire, l'esprit humain surplombe le macrocosme, l'observe à partir de son centre,
Et surtout, je ne vous ai pas tout dit, Camillo, encore une fois, dans sa manière de présenter son théâtre comme un objet magique, oui, voilà, j'ai dit le mot que je n'aurais pas dû dire, mais il dit ce théâtre est magique, au sens où il permet de capturer les puissances du cosmos et de les combiner. Voilà. Donc, il a, je vous l'ai dit, convaincu François Ier de financer ses recherches, de construire ce théâtre comme machine merveilleuse. Voilà donc un outil pour penser à la fois la totalité du réel, le théâtre mundi, et la totalité du savoir, le théâtre de la mémoire. C'est, on pourrait dire, un artefact qui répond parfaitement à la définition de Tresch que j'ai donnée pour commencer. C'est un objet cosmique, c'est un artefact de la totalité. Mais bien sûr, ça ne marche pas, puisque cette combinatoire extrêmement sophistiquée reste sous la forme d'un objet inatteignable. Tout l'aspect magique dont il parle, c'est l'idée de posséder totalement toutes les combinatoires du savoir. En tout cas, voilà, il y a une limite, il y a une énorme différence entre ce qu'il prétend faire et ce qu'il fait réellement. Je peux poser une toute petite question. Bien sûr. Pourquoi il y a la nécessité de construire ce théâtre? Pourquoi ça ne suffit pas de se le représenter comme étant une manière mémotechnique, comme la fameuse Elohim Memoria, etc. C'est là que ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut comme une petite machine en bois, c'est un théâtre en bois, il faut l'avoir sous la main, en tout cas c'est ce qu'il dit, et c'est pour ça qu'il convainc François Ier de le construire, et on sait qu'il y en a eu un modèle. Il faut l'avoir sous la main pour le pratiquer. Parce qu'une fois, si tu te contentes d'avoir cette espèce de description, parce que là encore, il est spatialisé dans une figure, mais dans le petit livre qui s'appelle Théâtre de la mémoire, il est juste décrit. Il est narration, petite case par petite case. Et c'est là qu'on atteint la limite de ce qu'on peut faire théoriquement, d'après Camillo, c'est que si on n'a pas vraiment les casiers en bois, la combinatoire ne fonctionne pas. Alors, une autre manière bien plus connue, et je passerai plus vite, de tenter la totalité, et vous la connaissez, c'est le théâtre du globe de Shakespeare, qui est mon deuxième cosmogramme. Et là, on retrouve des choses assez intéressantes si on commence à rapprocher un peu ces théâtres. Le théâtre élisabétain, comme vous le savez, est explicitement présenté comme un théâtre de condensation du monde, un lieu singulier qui est capable de provoquer tous les lieux. Et je vous donnerai simplement 2 exemples, on aille vite, de ce rapport proprement élisabétain à la totalité. C'est ce petit diagramme qui, à nouveau, est issu du très beau livre de Francis Yates, et le fameux prologue de Henri V de Shakespeare. Ce trou à coque peut-il contenir les vastes champs de la France? Pouvons-nous entasser dans ce cercle de bois tous les casques qui épouvantaient l'air à Azincourt? Prologue archi connu qui nomme à la fois l'ambition à nouveau et l'impossibilité de cette ambition, c'est-à-dire réunir le monde entier à l'intérieur de ce cercle de bois, ce haut, comme le dit un peu plus loin le prologue. Je continue pour aller un peu plus vite et pour arriver aux questions plus théoriques, mais j'ai prolongé mon exploration du théâtre mundi en passant par le théâtre à l'italienne, que vous connaissez sans doute mieux, et par le théâtre à machine de l'âge baroque, qui invente une autre manière de condenser et de ramener l'extérieur à l'intérieur. Et là, on a une espèce de cosmogramme, en tout cas simplement un plan en coupe et un plan vu du dessus de l'un des premiers théâtres à l'italienne, avec sa division que vous connaissez bien entre
la scène et la salle, chose que nous n'avions pas, bien sûr, dans le théâtre élisabétain. Et je passe un petit peu de temps sur ce théâtre pour faire une des hypothèses, je crois, les plus à la fois folles, audacieuses, discutables du livre, mais pour laquelle je n'ai pas encore vraiment eu d'objection, ni, donc peut-être que vous m'en donnerez, ni non plus de confirmation éclatante. Mon hypothèse est la suivante, c'est que, et je l'ai dit avec beaucoup de pincettes, mais dans le livre, je l'affirme, parce que c'est un livre, mon hypothèse, c'est que cette séparation, cette scène-salle, et on est dans la deuxième colonne de ce plan, de cette page des cosmogrammes, mon hypothèse est que la séparation scène-salle qui a lieu au début du XVIIe siècle, fin du XVIe siècle, avec tous les ingénieurs italiens, Sabatini, Furtenbach et les autres, qui remontent de l'Italie jusqu'au nord de l'Europe. Et je vous passe toute la partie vraiment d'histoire de la scénographie. C'est donc que cette séparation scène-salle se joue à peu près au moment où la philosophie européenne, une certaine philosophie européenne, commence à séparer, ça c'est une histoire qui a été faite par plein de gens, l'histoire de la perspective, commence à séparer l'œil de l'observateur, du savant, du spectacle de la nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappée. Vous allez me dire, ça a été raconté de 1000 manières par Panofsky et d'autres dans l'histoire de la peinture, par exemple, avec cette idée du lien entre la perspective et la construction du sujet. Donc, ce n'est pas non plus une hypothèse qui paraît totalement filandreuse, dans la mesure où elle s'appuie sur une histoire de la peinture et une histoire de la philosophie qui est déjà bien établie. Mais moi, j'essaie de la transposer dans le monde du théâtre et elle me frappe, encore une fois, parce qu'elle coïncide avec une transformation profonde des architectures et des manières de concevoir cette référentialité, puisqu'on parle bien de ça, cette référentialité entre le monde extérieur et le monde représenté. On n'est plus dans une référentialité élisabéthaine où c'est l'intégralité des choses cosmiques qui sont convoquées en grande partie d'ailleurs par la parole. On est dans une référentialité qui devient, qui s'organise tout autrement, qui met en place un lien de figuration, un lien de spectacle, un lien de séparation, un lien entre l'extérieur et l'intérieur, et surtout qui met en place un rapport de distance très net, très marqué, qui organise le regard et qui organise non seulement le regard, mais des architectures entières. Moi, c'est ça qui me fascine aussi, c'est que tous les théâtres européens ensuite ont été construits pour produire cet effet de division entre le sujet et ceux qui l'observent. Voilà, donc ça c'était un petit résumé du livre. Maintenant, pour aller plus vite, il me reste une dizaine de minutes, je voulais vous partager un petit peu mes questions, mes problèmes. La première question, vous l'avez compris, et ça j'avais bien envie qu'on en parle ensemble, Patrice, puisque c'est toi qui m'en avais pointé. Donc je les liste et puis après on discute. La première, c'est celle de la totalisation. Je disais tout à l'heure, il me semble que les cosmogrammes échouent dans leur ambition de totalisation. Comme si, enfin c'est le problème de la carte aussi, tous les problèmes des modèles, comme si dès qu'on essaye de tout réunir, voilà, c'est la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on saisit. Et je me souviens que tu me disais dans un de tes messages que pour toi c'était une des questions contemporaines. Moi, je suis arrivée à une conclusion qui était tout autre, mais il faut en discuter, qui était de me dire peut-être que les cosmogrammes totalisants ont fait leur temps et qu'il faudrait penser des cosmogrammes qui ne sont plus des cosmogrammes de la totalité ou de la totalisation. Et encore une fois, je ne suis pas philosophe, donc je prends des pincettes et je marche sur des œufs
pour rentrer sur ces questions-là qui sont les vôtres. Deuxième question que je vais développer un tout petit peu plus parce qu'elle m'intéresse en termes d'histoire des sciences et je la connais un tout petit peu mieux parce que ça vient aussi des questions philosophiques des sciences. C'est la question de la modélisation, le lien entre cosmogramme et modèle. Vous le savez, là je fais un petit détour, on mobilise les modèles en physique, en biologie, en économie, climatologie, philosophie, en anthropologie. Et il me semble que il pourrait être intéressant de penser ces modèles dans une histoire longue de la tentative de modéliser pour aller. Donc quelque chose qui soit à la croisée entre l'histoire des sciences, la cosmologie et le structuralisme. Et là, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment les bons termes? Je pense à ça parce que, comme tu disais, Jeanne, mon premier livre s'appelait Contes de la Lune, et c'est sur la fiction et la science moderne. Et je n'avais pas tout de suite fait le lien, mais ce premier livre parle de modèle, du cosmos. Mais pas du tout la même cosmologie qu'ici. Mon premier livre parle de la modélisation du cosmos dans l'histoire de l'astronomie au XVIIe siècle. Et j'étudie dans ce premier livre non pas une série de cosmogrammes, mais une série de modèles cosmologiques au sens astronomique du terme. J'étudie un peu les conflits au XVIIe siècle entre les différents modèles, celui de Ptolémée, de Tycho Brahe, etc. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas me perdre, c'est qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, voilà, comment ce qu'on appelle aujourd'hui modèle, c'est-à-dire un diagramme, une équation, une maquette, est moins une tentative pour figurer qu'une opération heuristique. J'essaye de... Pardon, je vais expliquer un petit peu mieux. Ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était des modèles qui essayent surtout de représenter une certaine conception, compréhension du cosmos, une cosmologie au sens de l'anthropologie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir dans quelle mesure ces modèles sont aussi, en quelque sorte, des dispositifs performatifs. Voilà, j'en arrive à ça. Le modèle n'est plus simplement une description, mais une machine performative qui permet de manipuler symboliquement le réel. Et ça, en fait, dans les cosmogrammes que j'ai étudiés, on est déjà, en quelque sorte, dans cette puissance-là du modèle. Vous voyez, là, j'oscille, je ne suis plus tout à fait dans le cosmogramme, mais je suis dans le modèle. C'est donc ma deuxième question. Est-ce que la question de la modélisation permet de penser le cosmogramme comme un modèle opératoire, un modèle performatif, un modèle transformateur? Le dernier problème en jeu que j'aimerais partager avec vous, c'est celui du cosmogramme contemporain. Donc, c'est quels sont aujourd'hui, et vous voyez que c'est la dernière colonne, quels sont aujourd'hui les cosmogrammes que nous pourrions, que nous devrions dessiner, inventer, construire. J'avais mis là, c'était une ancienne version, j'avais mis là un petit dessin de Terraforma, et je vous ai apporté le livre qui est sorti la semaine dernière pour essayer de réfléchir ensemble à cette nécessité de nouveaux cosmogrammes terrestres.
Alors, attendez, je vais me faire du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que toute cette question de l'ordonnancement du monde est totalement remis en cause par tout ce que nous avons étudié avec notamment Jérôme Gaillardet, Alexandre Arène, j'ai lu beaucoup de livres. Et ça, c'est un travail que je n'ai pas montré. Je vais référencer ça rapidement. Terraforma. J'essaye de faire le lien, vous voyez, entre la longue histoire des cosmogrammes dans le monde du théâtre et la question des cosmogrammes aujourd'hui. Et là où j'en suis, c'est comment essayer de penser des cosmogrammes qui ne soient plus globalisants mais locaux. Donc celui-là, par exemple, c'est un cosmogramme qu'on a fait à partir de villes précises. Comment on pense des cosmogrammes qui ne soient plus figés mais continuellement en train de bouger. Donc là, c'est juste un état d'un cosmogramme. Comment on fait des cosmogrammes qui ne soient plus totalisants, là c'est à discuter avec toi, Chris, mais qui soient une multiplication, une multiplicité de cosmogrammes. Voilà, je m'arrête là, je préfère qu'on rentre dans la discussion, parce que je me suis un petit peu perdue à la fin, mais vous voyez, mon problème, c'était dans cette histoire longue du lien entre théâtre et cosmogramme. Moi, j'en suis au moment où j'essaye, sur les scènes contemporaines, comme le travail que j'ai fait avec Bruno Latour, de mettre au travail scéniquement cette déstructuration en fait, du cosmogramme classique, et en même temps, par un travail graphique, de penser autrement l'espace. Et c'est un petit peu entre ces deux outils que je me situe. Voilà, mais je n'ai pas du tout répondu à la question, mais maintenant on pourrait l'ouvrir ensemble, du structuralisme. Et voilà, partons de là. Eh bien, super, merci beaucoup. Voilà. Bon, ben, on a plein de questions. J'aimerais bien qu'on revoie le tableau. Oui. Qui n'est pas tout à fait celui qui t'a valu ses commentaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était bien comme point de départ. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette idée de pouvoir en fait, rematérialiser, de montrer que ce n'est pas des idées abstraites ou des concepts qui en fait existent en dehors des formes sensibles et spatiales qu'elles prennent. Et je pense que c'est un des enjeux aussi travail qu'on fait dans le séminaire. Alors, oui, tu veux peut-être... Je peux. Ouais, commencer. Je peux. D'abord, je peux commencer par te remercier et par recommander à tout le monde la lecture de ce livre, effectivement, qui m'avait énormément servi et fait réfléchir pour une raison que je peux dire quand même, d'une certaine manière. Simplement, je crois, c'est que, bon, évidemment, le structuralisme est depuis toujours dans son histoire lié au problème de l'articulation du tout et des parties. Une des définitions de la structure, ça pouvait être la forme d'une totalité en faisant abstraction de la substance, de la nature de ces parties. Donc on garde la manière dont les choses tiennent ensemble et on laisse tomber, donc que ce soit des cailloux, des êtres humains, des étoiles, etc., on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la manière dont ça tient ensemble. Bon, cette définition, pour ma part en tout cas, je pense qu'elle n'est pas une bonne définition de la notion de structure qui est à l'œuvre dans l'histoire du structuralisme. C'est plutôt lié à la notion de groupe de transformation, mais malgré tout, le lien du tout et des parties est présent. Et la raison pour laquelle Jeanne et moi, nous faisons ces séminaires, c'est parce que nous partageons effectivement cette préoccupation. Je crois que nous la partageons aussi, qui donc consiste à dire qu'il faut repenser l'articulation du tout et des parties. Ce n'est pas que personne n'y a jamais pensé avant nous, mais il faut toujours y repenser à de nouveaux frais et aussi donc une relecture du structuralisme qui évite cette perspective, on va dire, holiste, qui consiste à croire que le tout est un peu au-dessus des parties, permettrait peut-être de contribuer d'efforts pour repenser l'articulation du tout et des parties qui nous semble
disons, inévitable dans le contexte de l'atterrissage, pour reprendre le mot de la tour, pour une raison très simple que moi j'exprime de manière toujours un peu, enfin je suis désolé, c'est un peu répétitif, mais c'est très simple, c'est-à-dire que la manière dont nous sommes ici aujourd'hui, du fait de l'implication qui est la nôtre dans des processus de terraformation, dans les cycles biogéochimiques planétaires, du fait que, par exemple, on émet des gaz à effet de serre, fait que donc la manière dont si vous habitez, on va dire, si vous situez, si vous occupez une portion très locale de l'espace terrestre en émettant des gaz à effet de serre, mais aussi plein d'autres choses, hein, bon, nécessairement, ici, là où vous êtes, immédiatement, vous contribuez à la modification de la forme du tout terrestre. Donc la notion de terrestre crée une sorte de court-circuit très rapide entre localité et totalité. C'est une des manières de penser la question de la totalisation terrestre. Une autre manière de la penser est aussi le problème de la finitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de l'espace terrestre. L'idée, c'est d'abord qu'on se marche dessus, empiètement, et en plus, on ne peut pas vraiment en sortir. En tout cas, ça prend du temps, et le temps que ça prend d'en sortir est peut-être, étant donné les moyens qu'on se donne pour en sortir, pour aller sur Mars, est peut-être trop long par rapport à la vitesse de destruction des conditions de possibilité de la sortie vers Mars. Une autre forme de la totalité qui est la finitude. Bref, on peut faire différentes manières on peut décrire ça de différentes manières. Et donc, juste parenthèse, que moi, la finitude, je la représente dans cette image-là, qui est donc une inversion du globe terrestre, avec au centre ce rond noir qui est l'atmosphère. Donc, c'était une manière très graphique de représenter la finitude. Absolument. D'ailleurs, je vais revenir sur cette, parce que je trouve que c'est très clair, finalement, le mouvement que tu as fait dans ta présentation, en posant la question de qu'est-ce que ce serait qu'un cosmogramme non globalisant, peut-être on va dire non globalisant, peut-être. Totalisation, je pense que c'est plus large, finalement. Peut-être qu'il faut garder, comment on peut garder totalisation et se débarrasser du globalisant. En tout cas, ça compose forcément, et totalité, ça veut dire que on est un peu enfermé dans l'ensemble des choses avec lesquelles on doit composer. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que ça peut toujours nous revenir dessus. Il faut composer, donc c'est une composition peut-être première, mais c'est une composition qui n'est pas complètement ouverte, quoi. C'est-à-dire qu'on compose avec des éléments qui sont d'une certaine manière en nombre fini. Mais je vais revenir à ça parce que tu vas donc cette idée du cosmogramme non globalisant à un exemple, enfin plus qu'un exemple, un modèle de ce que pourrait être un cosmogramme en fait en quelque sorte localisant comme celui-ci. Donc je vais revenir à ça. Bon, je voulais juste mettre ça dans cette espèce de cadre, enfin en tout cas de mes préoccupations pour ma part et des raisons pour lesquelles ce travail me paraît très important et aussi parce que, comme tu l'as dit, la question de la... C'est-à-dire que la totalisation, ça c'est quand même une des grandes disons, contributions de Bruno Latour à la réflexion sur ces questions. La totalisation se fait toujours partiellement, ou particulièrement, ou si vous voulez, la globalisation se fait toujours localement. C'est toujours localement qu'on globalise. Donc effectivement, on voit bien que ces petites machines que tu montres sont effectivement des opérateurs par lesquels on va bien au-delà de là où on est et de là où même ce qu'on peut percevoir, mais on le fait nécessairement localement, voilà, un peu comme un dispositif, comme une tour par laquelle vous pouvez tout voir. C'est un lieu, c'est un dispositif local pour accéder au tout. Mais néanmoins, pour accéder au tout, c'est pas qu'il n'y a pas de totalisation. De la même manière, une carte de géographie qui permet d'indexer sur une grille un certain nombre d'informations dispersées, ça rassemble, ça totalise, mais ça totalise dans un objet qui est évidemment localisé. Donc, ces cosmogrammes rentrent dans cette préoccupation. Et donc, ce qui est hyper important, en tout cas dans l'histoire du structuralisme, l'objection la plus constante, la plus constante, mais une des plus constantes, c'est de dire où est cette structure. Et donc, une des propositions qui a souvent été faite, c'est qu'il faut rendre ça un peu plus pragmatique et que, par exemple, quelque chose comme la langue, comme l'ensemble des possibilités de parole d'une communauté, eh bien, quelque part, peut-être elle se localise dans une grammaire, dans un dictionnaire, enfin voilà. Donc ça fait partie du problème du structuralisme, la réflexion sur les dispositifs matériels par lesquels, on va dire, l'événement et la structure communiquent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure, ça c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des événements, mais
Donc, c'est pas réductionniste, quoi. C'est pas qu'on réduit. On ne dit pas qu'il n'y a pas de langue. On dit que pour qu'il y ait des langues, il faut aussi qu'il y ait des paroles d'un genre particulier qui permettent de rassembler l'espace total de toutes les paroles. Voilà. Et alors, ce que tu as dit, c'est qu'il y a un échec nécessaire à ce type de dispositif. Alors, il a un peu hésité d'ailleurs au fond, c'est-à-dire est-ce que c'est un échec intrinsèque ou est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel? Enfin, je veux dire, qui est lié au présent, au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire d'une actualité, c'est-à-dire que notre temps est le temps dans lequel on ne peut pas se servir de ça, pour des raisons qu'il faudrait peut-être préciser, ou est-ce que c'est intrinsèque, hein? J'ai beaucoup pensé en t'écoutant à nouveau ici, en fait, un texte de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, où il définit l'aura comme l'unique apparition d'un lointain. Donc quelque chose qui est inaccessible est en fait ici présent. Et il y a quelque chose de ça dans ces affaires-là. Donc c'est vraiment un passage de l'inaccessible à l'accessible. Et ça devient à portée de main. Ce dont la nature est d'être au-delà de toute portée devient en fait à portée de main. Donc évidemment que ça rate, mais le fait qu'il y ait quelque chose qui déborde d'une certaine manière fait partie du principe, me semble-t-il. Dans tous ces trucs, les mandalas, il s'agit de saisir l'invisible, enfin, de saisir quelque chose dont la nature est d'être insaisissable, sans renoncer à sa dimension insaisissable. Sinon, je pense qu'on détruit le problème. Donc il y a quelque chose d'une délocalisation radicale qui me semble intrinsèque à ces petites machines. Donc à la fin, effectivement, tu expliques bien, je trouve, enfin moi ça m'a beaucoup éclairé, en quel sens effectivement ce dispositif-là est une inversion, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de saisir tout ici, mais utiliser le tout pour mieux dire ce qu'est ici. C'est tout à fait l'inverse, quoi. C'est une inversion, effectivement. Donc ça, c'est une carte, peut-être on peut en rappeler le principe, dans lequel l'atmosphère, le ciel est au milieu, parce que plus vous vous éloignez, plus vous allez vers les profondeurs du sol. Et donc ça inverse le principe du globe, quoi, du globe terrestre. Avec un but précis qui était de donner à voir mieux cette fameuse zone critique qui nous intéresse tellement, à Alexandra, Axel et moi. Et aussi, en quelque sorte, de poser cette question de l'articulation, tu dis très bien, entre le très local et le globalisé. Moi, ce qui nous a amusé, c'est que ça ressemble à un globe. On pourrait croire que c'est à nouveau un cosmogramme global, alors que c'est un cosmogramme qui a besoin d'être ancré. Là, en l'occurrence, on est à Lyon, on est dans même plus précisément qu'à Lyon, c'est la vallée de la Chimie, à côté de Lyon, dont toutes les données un certain nombre de données qu'on a pu avoir sont rassemblées ici. Et la question qu'on se pose ensuite, parce que la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce livre-là, c'est que Alexandra, Terraforma, qui est le livre d'où est issue cette carte, a 5 ans déjà, 6 ans, c'est un livre qui est sorti en 2019. Alexandra a sorti la semaine dernière ce livre-là, qui est la suite, qui s'appelle Gaia Graphie, qui est donc vraiment l'écriture de Gaia, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une tentative pour donner à voir des cosmogrammes très terrestres. Donc c'est vraiment totalement dans la ligne du séminaire, avec notamment un schéma de la Terre observé à travers le référentiel cartographique zone critique. C'est un des cosmogrammes les plus récents qui existent pour moi de la Terre. Mais maintenant qu'on a de plus en plus de cartes qui ont été faites, des cycles géochimiques, elle a fait des cycles terrestres, de l'eau, c'est des cycles très très précis qu'elle est allée chercher sur des observatoires de la zone critique. On se pose la question d'un atlas. Donc, on a accumulé entre Terraforma, qui était une série d'optiques qui sont résumées ici, de manières de voir la Terre, qui sont chacun un petit cosmogramme. Je n'ai pas développé ça, mais c'est chacun une manière de voir autrement la Terre à partir d'un point et d'un problème. C'était un petit peu des hypothèses Terraforma. On les a développées depuis 6 ans, et maintenant on a une série de cartes très locales qui saisissent le global. Et on se pose la question donc de l'atlas, c'est-à-dire la question de... Oui, tu n'échappais pas finalement. Voilà, mais peut-être qu'il ne faut pas faire d'atlas de ça. C'est vrai que ce qui est très beau dans le dispositif, c'est que il y a quand même des échanges, enfin, le tout est présent. Voilà, simplement, le tout est au milieu.
au lieu d'être à l'extérieur. C'est-à-dire que le tout n'est pas au loin, le tout est au milieu, parce qu'en fait, il y a des échanges, par exemple, chimiques, qui se passent entre les sols ou entre les différents éléments. Donc, on émet des choses qui ne se perdent pas. C'est ça qui est important. Donc, c'est la notion de tout comme un peu finitude. Quand même. Ça ne disparaît pas vers le lointain. Ça reste pris, ça va devoir être recombiné. Donc, les particules de carbone, elles vont circuler. Et donc, la dimension cyclique, elle est restituée. Donc, il y a du tout. Hein, et ce qui me paraît important dans ce qui fait dans le point commun de toutes ces machines, c'est bien la question de l'articulation de la partie du tout, du local et du global, et de la délocalisation permanente, c'est-à-dire de l'impossibilité, quand on est ici, de rester là où on est, question de la zone, entre autres, parce qu'on est toujours en même temps ailleurs et connecté avec quelque chose voilà, mais avec lequel on est quand même un peu enfermé. Pour illustrer ce que tu dis, je vous montre un petit passage de Inside, qui est cette pièce peut-être qu'on a faite avec Bruno Latour, qui illustre de manière un peu drôle exactement ton point. Bruno Latour se trouve devant cette image qui est dit Earthrise, le lever de terre, que vous connaissez sans doute, très belle image prise à partir du sol lunaire, et il dénonce le point de vue faussement global de cette image en disant, lorsque vous regardez cette image, en fait, il y a quelque chose qui manque. Il manque le son. Et là, on entend, parce qu'on est au théâtre, on peut se permettre de mettre un gros son de capsule de la NASA. Et là, tout un développement s'ensuit sur le fait que quand on voit la Terre comme globalité, en fait, on est dans un tout petit endroit, très local. Un écran d'ordinateur, une capsule de la NASA qui est reliée à 4 télévisions. Il développe de façon presque narrative ce point qui est qu'il n'y a pas de global sans point de vue archi-local et en plus de ça, tout petit, très inconfortable, d'où le point de départ de Inside, cette pièce qu'on a écrite, qui est cette envie de se débarrasser des images du globe et de sa fascination, puisqu'elle est tout point de vue, forcément local. Ce qui, entre parenthèses, rejoint la vieille question du théâtre, point de vue d'où est-ce qu'on regarde quelque chose. C'est pas parce que le point de vue, je dirais quand même, est local que, pour autant, la question de sa place dans un tout ne se repose pas. C'est un peu ce que tu vas retrouver. De même, si tu veux que les cosmogrammes échouent, la tentative de localisation échoue. D'ailleurs, Latour lui-même en était très bien rendu compte, puisque dans son livre sur la sociologie de l'acteur réseau, qui en français était Refaire de la sociologie, changer de société, le dernier chapitre, en fait, est sur la question de l'espace. C'est vraiment un chapitre incroyable. Et effectivement, il y a un premier geste qui est de localiser le global, mais le deuxième geste, en fait, c'est de délocaliser le local, c'est-à-dire de comprendre qu'un lieu n'est jamais d'emblée, en quelque sorte, défini comme le lieu qu'il est. Sinon, à côté, l'exemple qu'il donne est tout bête, c'est par exemple pour qu'ici, il y ait des murs, il faut qu'il y ait des cabinets d'architectes. Donc, si on est ici, c'est qu'il y a aussi de l'ailleurs. Et donc, en fait, tu retrouves ton problème, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que, évidemment, il va y avoir, je comprends bien l'idée selon laquelle, au fond, le tout se fait toujours localement, et donc, il ne faut pas chercher à avoir un point de vue de surplomb, ou un point de vue, on dirait, philosophiquement transcendant sur la totalité, mais au contraire, d'immanentiser, en fait, c'est vraiment la catégorie d'immanence, d'immanentiser le total, mais surtout pas y renoncer, parce que si on y renonce, effectivement, on devient réductionniste, à vrai dire, c'est-à-dire on croit on est vraiment là, mais on n'est jamais vraiment là, en fait, on est toujours en même temps ailleurs, et alors surtout si tu ajoutes une description cosmogrammique d'un lieu à une autre description cosmogrammique d'un lieu, etc., tu te retrouves avec le même problème, c'est-à-dire comment elles communiquent, voire, beaucoup plus profond, comment elles coexistent. Elles coexistent virtuellement, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement passer de l'un à l'autre. Et bon, je voulais juste terminer sur ce point, c'est que ça me paraît, cette proposition me paraît une sorte de métastructuralisme,
C'est-à-dire, C'est ça ma question. Quel lien avec le structuralisme? il y a plusieurs, mais il y a la question du tout et des parties. Mais donc on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est une manière de fabriquer de la totalisation, disons. C'est une manière de décrire les opérations pragmatiques par lesquelles, de fait, des agents locaux se trouvent sans cesse délocalisés et cherchent à essayer un petit peu de se situer dans ce processus qui les expulse et les ramène sans cesse dans quelque chose comme un lieu qui n'arrive jamais à se définir. C'est surtout ça qui me paraît important, c'est que le lieu manque, c'est pas le peuple qui manque, c'est le lieu qui manque. Et donc voilà, donc on pourrait dire, voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est un outil pour, disons, des gens qui voudraient décrire des structures, si on appelle structure justement, eh ben, ce qui permet de penser la coexistence virtuelle de différents événements singuliers, de différents actes de parole qui en fait se succèdent, mais aussi coexistent virtuellement dans le sens saussurien. J'aurais pu dire bonsoir quand j'ai dit bonjour, sinon on ne sait pas ce que veut dire bonjour, j'aurais pu dire autre chose, cette idée de coexistence virtuelle. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que comme tu as fait cette histoire assez fascinante, il y a une autre idée quand même dans le structuralisme que, en tout cas, pour ma part, je défends, c'est l'idée transformationnelle. C'est-à-dire qu'un dispositif cosmogrammique n'est jamais le seul dispositif cosmogrammique. Il y en a d'autres. Et donc, on voit bien qu'il pourrait y avoir une sorte de système transformationnel. Enfin, en tout cas, il y a des relations. Et il y a peut-être des éléments paramétriques, enfin, des déterminants fondamentaux de la variation des cosmogrammes, y compris du dernier que vous avez introduit, qui est effectivement un très puissant cosmogramme. Donc ça, ce serait, disons, une perspective pour dire ce que tu as dit d'ailleurs, c'est-à-dire à l'âge de la Terre, il y a une variation. Enfin, le fait qu'on atterrisse, que notre actualité soit celle de l'atterrissage, elle se perçoit dans la résistance à certains cosmogrammes, au contraire la facilité à en avoir d'autres. Donc ça, c'est vraiment une direction. Par ailleurs, il y a toute une histoire du rapport entre théâtre et structuralisme. Par exemple, Althusser, pour Marx, met au cœur de son volume un article sur le théâtre, pas pour rien, parce que l'idée qu'un sujet n'est rien d'autre qu'un acteur qui agit par une structure, qui a un rôle, et tout ça. Mais je pense qu'il y a Deleuze, qui fait toute sa théorie de la structure, c'est une théorie de la dramatisation. Comment on passe du virtuel à l'actuel, de la structure à l'événement, et bien justement par ce qu'il appelle dramatisation, c'est le fait de prendre, de jouer en fait. Alors, bref, ça c'est pas tout à fait la même définition du théâtre. Mais ça me frappe que le modèle théâtral. Il y a le théâtre comme drama. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est pas. Mais ça me frappe que le modèle théâtral ait été au cœur de la pensée, en fait, de la pensée, le problème fondamental du structuralisme qui est quel est le rapport en gros entre action et structure. C'est ça qui est en fait l'opérateur fondamental. Oui, non mais enfin, moi en vous écoutant et puis en te lisant, en t'écoutant, en vous écoutant, je suis assez frappée quand même de quelque chose qui est que, et d'où ma question sur mais pourquoi besoin de construire ce théâtre si il peut exister simplement en le décrivant ou en faisant un dessin et que son seul objectif en fait c'est d'organiser le savoir pour pouvoir ensuite mieux le mémoriser et pourquoi le construire. Et j'ai l'impression que ce qui est essentiel dans la question que tu portes, c'est qu'il s'agit de convoquer les puissances du monde dans un lieu précis. D'où le lien que tu rappelais avec le temple. C'est de faire, par exemple, dans le théâtre antique, c'est un espace dans lequel on fait les drames, l'histoire se déroule autour de convoquer les dieux, donc les dieux qui sont les incarnations en fait de différentes puissances cosmiques, le soleil, la terre, l'océan, etc., pour les faire agir dans l'espace humain, dans le monde humain, des héros, évidemment, différentes strates, etc. Et donc, avec l'idée quand même de l'agentivité, de l'action, de la puissance d'agir du cosmos, qui doit intervenir en un lieu précis, là où se déroule quand même le drame humain. Et dans le théâtre antique, ce que je trouve assez fascinant, c'est que
cette manière que le théâtre est en fait une machine à convoquer les puissances d'agir du cosmos. Dans le théâtre antique, ces puissances d'agir du cosmos, ce sont voilà, les différentes divinités qui ne sont que des puissances partielles. Elles ne sont que des bouts du cosmos. Et on les convoque et on leur dit, mais il faut agir ici, dans ce lieu-là, par rapport à cette histoire-là de Jason, Mélancholie, etc. Dans le théâtre moderne, ce que tu montres, c'est qu'on convoque là encore la puissance du cosmos, mais cette fois-ci, on le convoque dans sa totalité, mais en un lieu précis, comme une sorte de miniature. Et là, on voit bien que, alors que dans les cosmogrammes que tu présentes avec Alexandra Arène, c'est toujours la même variation autour de montrer l'action des puissances cosmiques ou terrestres. Oui. Lointaine, parce que l'idée, c'est l'idée que c'est le lointain qui nous constitue en se retirant. Il faut faire venir ici. Là encore, il faut les faire venir ici, mais à chaque fois, c'est quand même, mais il y a une variation, puisque dans les cosmogrammes terrestres de la zone critique, c'est de montrer comment, en un lieu précis, il y a des dynamiques planétaires. Donc, il y a quand même du tout, il y a quand même de la totalisation, il y a quand même le cycle du carbone qui est présent à cet endroit-là, mais sauf qu'il ne va pas, c'est pas... je ne sais pas si vous voyez, enfin moi j'ai l'impression que ma tête est très claire, la manière dont c'est différent dans le paradigme antique, dans le paradigme moderne et dans le paradigme contemporain, où à chaque fois il s'agit quand même de convoquer les puissances d'agir du tout, du cosmos, etc. Mais dans un cas, dans le premier cas, elles ne sont que des bouts, elles sont partielles. C'est en quoi c'est que des bouts de convoquer Neptune parce que Neptune, c'est pas tout le cosmos. Le Zeus, il n'y a aucune entité mais le cosmos en son entier. Elles se le sont partagées. Il faut faire attention au partage, mais en même temps, aucune n'a entièrement le cosmos entre ses mains. Et elles passent leur temps d'ailleurs à se confronter. Et donc, il fallait en faire jouer l'une contre l'autre, etc. C'est là qu'il y a Agone et théâtre. Et qu'il y a le conflit, il y a un litige, etc. Dans le théâtre moderne, là, pour le coup, elles sont unifiées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont unifiées par le concept d'infini. C'est un truc qui est très frappant dans ce que tu as montré, c'est l'idée. Parce que la perspective, c'est une articulation. Ce qui fait qu'il y a du tout, c'est le point de fuite, c'est donc l'infini. On voit bien que l'idée d'infini est liée, est une technique pour composer, en fait. C'est la thèse aussi de Daniel Arras sur la perspective, notamment. Et infini, c'est le nom technique donné aux toiles peintes. C'est vraiment cette procédé. Effectivement, c'est vrai que ça homogénéise, ça unifie beaucoup plus fortement. Point de vue, point de fuite, ça veut dire en fait qu'on a de l'infini et en même temps des deux côtés. Petit, du coup, là, on met le tout en boîte. Oui. Là, le tout est homogène. Il est homogène et puis il est mis en boîte dans ce lieu-là. Et donc, il suffit d'aller dans ce lieu-là pour avoir accès au tout. C'est un tout monothéiste. Oui, mais j'ajoute qu'au moment où il est unifié et mis en boîte, il perd sa puissance. Et ça, c'est quelque chose de très frappant quand tu lis justement l'histoire du théâtre du XVIIe siècle. Ça devient un décor. Ah oui, il est plus agissant. Il est plus agissant. Donc, tu as encore des allégories, mais elles sont plutôt bloquées. Et le spectacle est désallégorisé par rapport au théâtre antique. Donc, c'est quand même, il se passe quelque chose d'assez étonnant. C'est à la fois unification des bouts et perte de leur des animations. Des animations. Et perte de leur agentivité, justement. Oui, c'est vrai de la perspective aussi, d'ailleurs. Au fond, la perspective, effectivement, devient une image. C'est ça. Un paysage, un décor dans le théâtre. N'empêche que le problème est bien celui-là. C'est l'articulation moi je dirais pas le tout, peut-être le lointain, de ce lointain qui nous constitue localement, mais qui, encore une fois, pour nous constituer, doit disparaître ou se retirer. Je ne sais pas, parce que dans le cas de la zone critique, en fait, le point, c'est précisément de dire non, mais ce tout, les dynamiques planétaires qui constituent le tout de la planète, en fait, elles sont dans le local. Toujours. Non, c'est bien ici. C'est pas le cas dans le théâtre antique. Faire convoquer des puissances comme Neptune, c'est bien parce qu'elle n'était pas là au départ. Elle s'est absentée. Il faut la faire revenir. Mais si on a besoin d'avoir des théoriciens de la zone critique, c'est parce qu'on ne sait pas très bien comment est-ce que le lointain qui nous constitue
D'accord, mais c'est pas la même manière pas la même de composer le convoquer. tout. Pas la même manière de Parce convoquer. qu'on ne compose pas tout de la même manière. Et donc, par exemple, l'atlas des zones critiques, ce ne sera pas un atlas où en fait on raccorde bout à bout chaque localité pour obtenir une totalité. C'est qu'à chaque fois, dans chaque localité, il y a la totalité. Et donc, c'est une série de cycles. En fait, une des façons de comprendre ce truc-là, c'est le passage du cercle au cycle, si j'ai bien compris la question de zone critique. En fait, Alexandra ne fait que des cycles. C'est une manière de convoquer tout. Oui, on voit bien. Le tout passe partout, si j'ose dire. Le tout est voilà, ça c'est une des plus extraordinaires cartes que je partage. C'est une carte, une partie du bassin versant de la Seine, et qui est une représentation encore une fois, très, très locale, mais qu'ensuite elle articule avec le cycle de l'eau terrestre. Et je me demande si j'ai l'intuition, je ne suis pas complètement sûre, mais que cette histoire du cycle et la grande et de la zone critique comme série de cycles encastrés les uns dans les autres de manière très très articulée, fractale, c'est une des manières. Alors, est-ce que le fractal fait partie de votre équipement? Pas spécialement, parce que c'est une manière d'articuler le petit et le grand. Oui, on fait pas. Oui. Et c'est une des manières de comprendre cette série de c'est vrai que le fractal est quand même enchevêtrés. Ça se répète, mais C'est plutôt les Mandelbrot faisait partie de l'équipe réunie par Lévi-Strauss et Jacobson dans les années 50 pour leur grand colloque en linguistique et anthropologie. Donc ils étaient très contents d'avoir ce lien-là. Oui, qui n'était pas encore le grand théoricien fractal de comment c'est vrai que c'est là, échelle. Voilà, on sort de notre domaine, de mon domaine en tout cas d'expertise, mais en tout cas quand je parle aujourd'hui avec les géophysiciens qui essaient de représenter, de donner des nouveaux cosmogrammes terrestres tels qu'ils le découvrent, ils travaillent cette notion d'échelle de manière fondamentale. Mais c'est là où je pense que le terme, c'est pas local. C'est plus la question de situer. Il faut situer le global, mais non pas parce qu'en fait, il faudrait opposer d'un côté le global et le local. D'ailleurs, ce que dit Patrice. Et ce qui permet d'échapper au problème de totalisation, pas totalisation. En fait, c'est la question de la situation, je pense que c'est plus adapté. Je dirais, voilà, il y a le côté partie tout et puis il y a le côté composition, action, en fait. Et totalisation, situation. Moi, je répète que la question vraiment de la totalisation, c'est pas pour ou contre la totalisation, c'est est-ce que la totalisation est transcendante, en surplomb, ou est-ce qu'elle est immanente? Il ne s'agit pas de renoncer à la totalisation, on se fait toujours rattraper par la totalisation. Donc, une question qu'on a envie de poser à ce type de dispositif, c'est effectivement comment est-ce qu'ils font voir aussi en quoi chaque lieu est une expression, une variante, une autre manière dont la Terre se localise, quoi. C'est ça qui, sinon manque, c'est pas le bon mot, mais c'est ça qui est suggéré, à vrai dire. Hein. C'est comment chaque, en tout cas, c'est vraiment ce que je crois nécessaire. Il s'agit de savoir comment notre manière à nous d'être ici est une manière de faire la Terre, la même Terre finalement, bien que pas tout à fait la même, que celle que font d'autres personnes tout à fait ailleurs. Et en même temps, c'est cette espèce de convertibilité des cartes Ouais. que vous retrouvez, d'où le problème des atlas. Enfin, et ça, on ne peut pas y échapper, il me semble, de toute manière. Donc la vraie question, c'est de savoir comment on totalise. Est-ce qu'on totalise effectivement par un point de vue de surplomb, où on suppose que le point de vue à partir duquel on totalise ne fait pas partie de l'espace où a lieu cette totalisation, ou est-ce qu'on totalise de l'intérieur de cet espace en rejoignant sans cesse et de manière effectivement probablement performative. C'est plus un problème de représentation, c'est effectivement un problème de composition, d'articulation proche et du lointain. J'aime bien le lointain. Je rebondis parce que je me rends compte en discutant avec vous que j'aurais dû préparer le séminaire tout autrement, en essayant, chose que je n'avais jamais faite, mais vous m'aidez à le faire, de faire le lien entre théâtre du monde et terraformant. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire tout à l'heure. Moi, j'ai parlé de théâtre du monde et en fait, on discute de terraformat. Et c'est ce passage d'un type de cosmogramme qui sont les cosmogrammes architecturaux, les théâtres mondis, les théâtres du monde que j'ai travaillé, qui
qui étaient les opérateurs de ces discussions sur la totalité du local au XVIIe siècle, qui aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, sont plus faciles à saisir par des cartes et par des cosmogrammes au sens graphique, la graphie. Et c'est vrai que les caractéristiques de Terraforma, c'est qu'on déploie les modèles à nouveau, justement, et qu'on propose l'idée qu'on ne peut pas saisir là où on est, ou atterrir, avec un seul mode de représentation. D'où cet étrange sommaire que je vous montre, avec 7 modèles, qui sont 7 manières de saisir à chaque fois un endroit. Et donc, dans le livre, par exemple, le modèle frontière, là, il y a la version modélisation, et là, il y a la version carte. Que se passe-t-il quand on applique le modèle à un lieu? Avec l'idée très arbitraire qu'on est obligé de passer par cette localisation pour dessiner, mais qu'elle est provisoire et qu'on pourrait la changer. Voilà. Je me rends compte en vous parlant qu'on rejoue dans le bouquin l'articulation modèle-carte. J'ai l'impression que Théâtre Mundi rattrape Terraforma. C'est-à-dire que la question des cosmogrammes comme manière, effectivement, de composer quelque chose de l'ordre du tout rattrape cette tentative héroïque et absolument réussie, par ailleurs, de décrire le lieu comme une expression locale du tout. C'est-à-dire que il est vrai que la Terre change, c'est toute la Terre qui change en chacun des points, ou en tout cas des localités de la Terre. On peut décrire chaque localité de la Terre comme une certaine manière dont toute la Terre est ici. Sauf qu'il y en a plusieurs, en fait, quand même, et qu'ils s'articulent pour faire aussi la Terre. Donc c'est pour ça que c'est cette, à mon avis, relation qui est difficile à comprendre entre, on va dire, une sorte de coexistence virtuelle de différentes manières de faire la Terre. Donc chaque manière locale de faire la Terre, c'est faire toute la Terre, donc c'est une autre manière, c'est une variante, moi j'appelle ça dans mon vocabulaire, mais c'est aussi, en même temps, c'est pas qu'une variante, en quelque sorte, paradigmatique ou empilée verticalement, comme ça, dans le virtuel, c'est aussi une relation qui est localement de coexistence avec une autre variante. Donc c'est cette relation, à mon avis, fondamentale, que le structuralisme travaille vraiment tout le temps, entre coexistence actuelle et, on pourrait dire, substituabilité virtuelle. Le fait que les choses soient des variantes les unes des autres, les lieux sont des variantes les uns des autres, chaque lieu est une variante de toute la Terre par rapport à un autre lieu, mais en même temps, ils sont aussi juxtaposés, et même juxtaposés ensemble. C'est ce lien, à mon avis, qui est au cœur de notre problème et des raisons pour lesquelles on a le sentiment d'avoir un problème commun dans cette affaire. Et pourquoi pour toi Théâtre du Monde rattrape Parce que Théâtre du Monde, c'est une histoire des différentes manières de faire le tout. Alors que Terraforma, c'est une manière de dire « Ok, non, ça va pas ». On va plutôt décrire des lieux comme des expressions très singulières du tout, des manières dont le tout est là, ici. Pas la peine de... Le tout n'est pas là-bas. On voit bien, enfin, la version est vraiment tellement claire. C'est-à-dire que dans le dispositif que tu montrais, on voit bien que ça s'éloigne. Donc on veut rassembler, faire venir, comme tu disais aussi pour les divinités, quoi. Ça, on les fait venir ici, alors que dans Terraforma, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est lointain est déjà là, il est au milieu, et en fait, c'est ce qui est tout proche, c'est vraiment la nature du site qui en fait est en périphérie. Donc, et donc c'est une perspective, voilà, exactement, c'est le ciel qui est au milieu. Donc c'est une perspective qui est effectivement très locale, mais on a un très beau sens du mot local, qui veut dire que être quelque part, c'est une certaine manière dont le tout est là. C'est une modalité du tout, c'est une variante, c'est un mode au sens spinoziste. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est une expression singulière du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas une expression du tout qui serait la même si elle était ailleurs, qui dans le format... non, ça varie à chaque fois. Voilà. L'idée de variation. Oui, mais ce qui est une structure, dans la définition technique de la structure, c'est ce qui va décrire justement la matrice qui fait de chacune de ces entités une variante de l'autre. Et elles vont permuter par des axes différentiels. L'idée, c'est que chacune
est un miroir de l'autre, il y a différentes métaphores pour ça, le kaléidoscope et autres. Donc, on voit bien que c'est une approche, ça pourrait être une approche structurale. Simplement, effectivement, ici, les lieux sont décrits de manière séparée et vous vous retrouvez confronté au problème qui est celui du petit théâtre du monde dont tu as fait l'histoire, qui est mais comment on les remet ensemble, tous ces trucs. Et il y a différentes techniques. On parle avec Jérôme Gaillardet, donc, qui est spécialiste des zones critiques, parce qu'il y a toute une théorie des gradients dans la théorie des zones critiques qui permettrait éventuellement de comprendre comment ça s'arrange, mais il y a probablement différentes manières de le faire. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'on n'y échappe pas, quoi. On n'y échappe pas. Et je suis d'accord avec ce que disait Jeanne, de savoir que le fait de reformuler la question comme étant la question de savoir comment les puissances du lointain, encore une fois, qui forment le proche est constitué par le lointain. Et ça, c'est vraiment fondamental pour le terrestre. C'est le soleil, c'est le magma, c'est tout le lointain, poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves, c'est pas faux. Donc c'est comment les puissances du lointain qui sont là, en même temps, sont retirées de là, et donc il faut qu'on aille les récupérer pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être là. Parce que ce que ça veut dire être là, ça veut dire être fait par ce qui n'est pas là, en fait, ce qui est toujours plus loin que là. C'était exactement le problème du théâtre. C'était exactement, tu l'as très bien montré. On rapatrie le lointain. Exactement. Là. Exactement. Et ça, je pense qu'on ne peut pas y échapper à cette question. Et effectivement, une solution structuraliste est de dire, eh bien, en fait, la coexistence, c'est la substituabilité, enfin, ce qui fait de chaque lieu une variante de l'autre. Voilà. C'est ça la variante structuraliste, mais c'en est qu'une. C'est ça qui est beau dans je trouve qu'il dit, c'est de dire, de toute manière, cette phrase n'a de sens que si vous avez des cosmogrammes à proposer, si vous avez des petites machines à proposer. Donc Lévi-Strauss, il a tenté des petites machines, enfin, et donc c'est une très très belle aussi proposition, je trouve, comme un outil pour refaire l'histoire du structuralisme à l'intérieur de cette énorme histoire des cosmogrammes, c'est-à-dire des techniques pour essayer de sentir, de nous faire sentir ici en quoi le lointain agit ici, et même encore une fois, constitue l'être même de l'ici, tout en se retirant, en repartant loin. C'est mon heideggerianisme. Bref, pas de l'heideggerianisme. C'est mon héraclitéisme. Mais oui, je suppose qu'il y a plein de marques et de... Oui. Moi, je suis mal à voir comment le programme peut être une carte. Intuitivement, une carte, c'est pas un point de vue sur des points, sur leurs relations. Parce que le cosmogramme, c'est pour utiliser une préhension du monde, c'est une particularisation concrète. Ouais, c'est une bonne question, mais peut-être que je vais la retourner. Dire que moi, ce n'est pas le problème de comment le cosmogramme peut être une carte, c'est plutôt que ce que j'ai appelé carte, dans ce que je vous ai montré, ce n'est pas vraiment des cartes. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que les dessins, objets qu'on a dessinés dans ce livre dont je vous parle, Terraforma, qui vous voyez est une espèce de pendant de théâtre du monde. On appelle ça des cartes et on dit qu'on fait un manuel de cartographie potentielle, mais c'est un peu de la publicité mensongère. C'est parce que justement ce qu'on essaye de... Camillo. Voilà, c'est exactement comme Camillo. On fait la même chose que Camillo. On vend des cartes, mais en vérité, je ne suis pas sûre qu'on fasse des cartes. Et on s'est beaucoup posé la question de quelle était la nature de ces images. C'est la question que vous posez. Des cartes, vous dites très bien, c'est un point de vue, c'est un regard sur des points. Les cartes, normalement, c'est ce que fait ce petit bonhomme-là, où toute l'histoire de la cartographie, qui est l'histoire du point de vue en surplomb, qui a beaucoup étudié notamment ce canal perse. C'est ça, les cartes, c'est ce rôle-là. Nous, ce qu'on fait, comme on inverse et qu'on part d'un point, on tente de redécrire autrement le monde, mais je crois qu'on le fait de manière plutôt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt des cosmogrammes, au sens où si vous prenez quelque chose comme ça, vous n'allez pas pouvoir... j'en prends un autre. Je n'ai pas mon préférence en fait.
C'est une vision interne. En fait, Si on regardait c'est comme si on regardait le monde, mais c'est surtout qu'on pose, en fait, la raison pour laquelle j'appelle ça des cosmogrammes plutôt des cartes, c'est qu'on pose à chaque fois un problème à l'espace. Dans le premier cosmogramme, on pose le problème du sol à l'espace, de comment représenter le sol en profondeur et pas simplement comme surface. Dans l'autre modèle que je vais vous montrer, que je n'ai pas gardé, qui s'appelle paysage vivant, on pose la question non pas de où on est, mais avec qui. C'est plutôt une espèce de carte diplomatique, etc., etc. À chaque fois, on pose une question. Là, Oui. Visite représentée, c'est le sens de la souris en Oui. Même à travers toutes les différenciations nécessaires, il y a quelque chose pour qu'elle arrive ailleurs. Du coup, si vous avez distingué le sens de théâtre, l'espace et le drama là-dessus, et aussi le théâtre comme le processus d'écriture de cette de comment est-ce que je vais arriver de cet espace à cet drame. Du coup, je crois que peut-être l'action le suffixe gramme, cet acte d'écriture, cette production d'une représentation, plutôt une canalisation, de transformation pour aller ailleurs, c'est plutôt le théâtre comme précisément cet exercice diplomatique. Est-ce que peut-on penser pas le cosmogramme comme le résultat, comme la représentation, mais comme le processus opératoire ou performant de toutes ces communications et transformations? J'aime bien votre définition, je l'ajoute à ma liste très longue de définitions. D'ailleurs, je vous avais promis, je ne vous ai pas lu. Mais oui, l'idée que c'est un processus, et je reviens aussi à un terme que Bruno Latour utilisait beaucoup, qui est le terme d'enquête. Effectivement, on a beaucoup travaillé sous forme d'enquête, c'est-à-dire que ces cosmogrammes sont le résultat d'un processus d'enquête sur le territoire qui n'est pas d'un processus simplement de description, au sens classique justement de ce petit personnage-là qu'on aime beaucoup, qui vient saisir avec un angle de vue topographique. Effectivement, Alexandra le raconte dans ce livre, pour faire cette Gaïa graphique, donc cette écriture de Gaïa, elle a dû passer 5 ans à faire des enquêtes de territoire très poussées. Et donc on voit bien qu'on passe à quelque chose qui était de l'ordre de la topographie, de la saisie topographique, de la saisie optique, visuelle, à quelque chose qui est effectivement de l'ordre d'un processus. D'ailleurs, Bruno en parlait très bien à la fin dans certains de ses textes où il raconte qu'on ne peut plus être de la même manière qu'avant devant le paysage, on doit être avec. Et il a une manière très belle de parler d'une nouvelle orientation. On n'est plus devant, mais on est avec les êtres qu'on suit. Moi, j'ai une expérience assez intéressante parce qu'il y a eu une exposition autour de Terraforma, qui devait être entre Terraforma et Gaïagraphie. Et en fait, il y avait une carte qui était... parce qu'une carte, là, on les montre comme ça, mais il y avait une carte d'Alexandra qui était horizontale sur une espèce de grande table. Et en fait, c'était une carte qui était activée par le déplacement autour de la table de la personne qui regarde la carte, puisque en fait, on suit un processus et en se déplaçant autour je pense que ça devait être peut-être sur le cycle du carbone ou sur le sol, enfin, c'était plutôt sur les sols, en se déplaçant autour de la table et en suivant la carte, en fait, la carte se met en mouvement. Et c'est assez beau parce qu'on retrouve cette idée du cycle. Et pour moi, c'est l'inverse d'avoir ce globe qu'on fait tourner. Là, c'est nous qui tournons autour et la carte se met en mouvement du fait du déplacement. Et là, c'est le côté très performatif de l'objet cartographique tel qu'il est dans ce dispositif-là. Et on voyait la zone critique. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant. Et tu me permets, c'est magnifique
enfin réussir à vous expliquer quand même ce lien très étrange entre théâtre et carte, ou cosmogramme, que j'essaie de faire depuis le début, qui est que certaines de ces cartes cosmogrammiques-là sont dessinées à partir des mouvements. Donc, c'est dommage que je n'ai pas la bonne carte, mais à partir des mouvements des êtres et de leur danse, on pourrait dire, hein, quelque chose de très performatif, et en saisissant sous forme de notation ces mouvements, un petit peu comme on pourrait faire de la notation de danse, on a abouti à ces cartes. Et maintenant, inversement, et j'en parle à la fin de Théâtre du Monde, une des choses qui m'intéresse, c'est de voir comment ces cosmogrammes deviennent presque des partitions à danser. Donc il y a un effet retour, comment dire, il y a un va-et-vient, que je n'ai pas totalement creusé encore, mais entre le mouvement, sa notation, sa saisie graphique, et retour au mouvement. Et à nouveau sa saisie graphique. Comme si, voilà, et c'est ça ce lien, je crois, qui m'intéresse beaucoup. La gaïagraphie, c'est une écriture du mouvement des cycles terrestres, une écriture provisoire, et elle est appelée à être réinterprétée, reperformée, éventuellement par le théâtre contemporain. Voilà, c'est monsieur. Oui, si, mais moi, c'était très clair pour moi. Alors, merci pour ces thèses. En fait, ma question part de cosmogramme Camillo. Jamais frappé comme ça, mais le fait que l'organisation du savoir soit dans les gradins et que la scène soit vide, je trouve ça très beau que vous disiez sur l'importance de la scène vide, parce que c'est peut-être aussi la condition que ce soit un théâtre du monde qui est une pensée du monde, c'est que la scène soit vide, mais un peu comme on pourrait dire aussi que le théâtre, l'enjeu, c'est que la scène soit un espace vide pour qu'il puisse se passer des choses. Et ma question portait sur le type d'image que vous faisiez, au sens où on voit dans ce cosmogramme l'importance du vide, d'un espace vide, et comment l'espace vide peut faire fonctionner ce structure d'ensemble. Alors, espace vide, je complète votre phrase, mais qui est amené à être rempli par le roi, par celui qui achète l'œuvre en question, et qui est censé, en occupant cet espace vide, fait pour lui, qui est censé maîtriser, bien sûr, la combinatoire absolue du savoir et de la mémoire encyclopédique du savoir humain. Donc c'est une espèce de tête aussi, c'est une espèce de matérialisation encyclopédique. Mais je suis d'accord avec vous, pour qu'il y ait combinatoire, il faut qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait voilà, un endroit où ça bouge et où cet espace-là, c'est comme ce que tu disais sur la carte d'Alexandra. Il faut la personne pour l'activer, absolument. Et je repensais alors au cosmogramme et je me demandais pourquoi finalement l'enjeu du diagramme n'avait pas forcément été évoqué, sachant que justement c'est dans un diagramme qu'on pourrait peut-être résumer à une image fonctionnelle qui va décrire la structure de quelque chose. Cette dimension ouverte où le rôle que va jouer un espace vide ou la place de l'usager ou du roi dans l'activation du dispositif, je crois que ça ne peut pas être pris en charge par le diagramme et ces images, j'ai l'impression que c'est à la fois des diagrammes, en même temps des descriptions, enfin, ça explique et ça décrit. Et ça demande en même temps une forme d'explication, c'est-à-dire que les images données toutes seules, elles ne parlent pas d'elles-mêmes, et en même temps, elles sont porteuses, comme on disait tout à l'heure, d'une longue enquête. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas des images, c'est ce que vous dites un petit peu, les cosmogrammes ne se suffisent pas totalement à eux-mêmes, il y a un espace, il y a un creux, il y a une attente de mise en mouvement, de même que les cartes, en quelque sorte, ont besoin d'être racontées, d'être discutées. C'est des outils de négociation. À nouveau, on revient à la question de la représentation chez Latour. C'est des outils. C'est pas des choses finies.
et autosuffisantes. C'est une médiation. C'est des médiations. C'est des objets frontières, dirait Jérôme Gaillard. C'est des cartes pour négocier, plutôt que des cartes pour planter un drapeau. C'est des objets pour discuter. D'un point de vue sémiotique, un peu plus terre à terre, mais la place vide, ça ressemble à un marqueur énonciatif. C'est-à-dire que dans un énoncé, vous pouvez très bien évidemment avoir des éléments de l'énoncé qui sont effectivement vides, comme je, tu, qui sont effectivement qui sont dans l'énoncé, la trace de son caractère énonciatif. Effectivement, il doit être activé, mais la place de l'activation est marquée par l'énoncé. Donc c'est vrai que la place vide là de Camillo, ouais. Ça ressemble à une place énonciative. Il faut que la personne qui va le signe lui-même dit d'où, en quelque sorte, il peut être mis en action pour devenir un signe actif. Je ne sais pas si on va trop loin, mais chez Shakespeare, c'est le O qui est un trou, le O de bois, la scène vide à nouveau. Ça fait aussi grandement penser au panoptique de Bentham que Foucault étudie, y compris, je ne sais pas si c'est volontaire, mais le fait qu'il y ait eu tout ce long débat dans l'histoire du structuralisme, post-structuralisme, où on est passé de structure à dispositif. Foucault utilise la notion de dispositif. Ça, vous connaissez mieux que moi cette affaire, parce que le mot dispositif est tellement important au théâtre, dans notre monde du théâtre, des machines de théâtre, on utilise tout le temps. Mais encore une fois, moi, ce qui me frappe, et c'est ça peut-être ce autour de quoi on tourne depuis le début du séminaire, c'est à la fois la puissance métaphorique de ces termes très concrets et inversement, la puissance je ne sais pas si vous me suivez, mais le mot dispositif, le mot cosmogramme, la métaphore du théâtre comédie, c'est pas pour rien que tous ces termes-là ont eu un usage et un effet en philosophie immense. Et en même temps, comme moi, je suis metteur en scène, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse, c'est de les rematérialiser, comme je vous disais au début. Et donc voilà, on revient au début sur cette articulation entre l'abstrait et le concret, mais la question du dispositif, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Pourquoi c'est devenu un débat? Pourquoi on est passé de structure à dispositif? Il y a une définition du dispositif que Foucault donne de temps en temps, c'est de dire en fait simplement qu'il est fait de matériaux hétérogènes qui sont donc par exemple pour la prison, effectivement il y a à la fois des énoncés verbaux et en même temps des distributions architecturales et en fait pour lui le panoptique ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est pas une représentation architecturale de quelque chose, c'est en fait un opérateur qui permet de montrer comment le dissible et le visible vont faire alliance, se marier en quelque sorte, se stabiliser de manière toujours précaire, parce que ce qui est aussi intéressant dans le concept de dispositif, c'est qu'effectivement, d'une part, il est praticable, c'est la pratique de la structure, quand on peut pratiquer ce que fait une structure sémiotique, c'est-à-dire mettre en relation le visible et le dissible, signifiant et signifié, ce genre de choses. Sauf que là, justement, ça garde une part d'hétérogénéité et de capacité des éléments, en quelque sorte, à se détacher, et qu'il faut les faire tenir ensemble, un petit peu. Et effectivement, ce genre de représentation, de figuration, pour être plus exact, sont pour Foucault des manières dont, dans une configuration, disons, structurale donnée, on appréhende le jeu, en fait, aussi. Parce que, comme tu l'as dit, ce sont des trucs manipulables. Donc, ça permet aussi de comprendre le jeu, c'est-à-dire en fait, que ça peut se défaire et se refaire autrement. Chose importante par rapport à mes préoccupations sur la variante, c'est-à-dire que le truc est susceptible de se refaire autrement, en fait. Décomposer, recomposer, que c'est intrinsèque, c'est pas quelque chose d'externe, en fait, qui puisse devenir un autre, quoi. C'est véritablement intrinsèque. Donc on disait, bon voilà, la structure, c'est toujours pareil, c'est lisse, c'est totalisant, ça fermant, etc. Alors que le dispositif, il est pragmatique, il rend plus justice à l'instabilité des choses. Donc il ouvre aussi un comparatisme différent, c'est-à-dire que c'est un comparatisme beaucoup plus libre, en fait, le comparatisme dispositif, parce que tu peux dire, cet élément-là, par exemple, dans l'Antiquité, c'est ce que fait Foucault dans son période tardive, dans l'Antiquité, les forces sont composées tout à fait autrement. Donc tu vas très très vite du XVIIIe siècle à l'Antiquité, parce qu'en fait, tu peux comparer en termes de manière dont les forces sont composées, recomposées. Voilà, c'est ça le débat qui a été repris par plein de gens.
Et j'avais pas saisi, parce que c'est ce que je fais sans le savoir. Je fais de la prose un peu comme Monsieur Jourdain, de la poésie sans le savoir. Mais effectivement, l'intérêt pour moi des cosmogrammes dans cette histoire, c'est pas du tout de refaire une histoire des idées, là, pas du tout. C'est de comparer des moments qui, d'un point de vue purement historiographique, ne devraient pas être comparables. Et donc, les cosmogrammes, finalement, servent à ça, s'ils servent à quelque chose. Mais il y a quand même l'idée que c'est transformationnel, c'est-à-dire qu'il y a quand même on peut essayer il y a de la mutation cosmologique. Oui, c'est pour ça qu'il y a un endroit, en tout cas, sur lequel je me suis attardée, qui est cette deuxième colonne, où là, j'essaye de, voilà, en étudiant un peu de façon serrée les textes, les architectures, les textes théoriques, les plans, etc. Là, je me dis, voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Mais ensuite, c'est ce que je raconte sur ce tableau, c'est un tableau qui est plus un tableau de jeu de forme, c'est un tableau analogiste, qui ne se veut plus historien. Alors, est-ce que c'est un dispositif? Est-ce que c'est un cosmogramme, des cosmogrammes? Oui. Mais le plus beau cosmogramme des cosmogrammes, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne suis pas sûre d'avoir ici. C'est celui. Voilà, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure. C'est celui que Bruno Latour a fait, qui est son planétarium politique. Ah, avec les 7 planètes. Oui, avec les 7 planètes. Je vais quand même vous le. Je crois que je vais quand même vous le montrer. Je l'avais montré en Chine parce qu'ils sont persuadés que. Mais ce qui est intéressant avec ce planétarium, c'est qu'il fait des cosmogrammes pour raconter à la fois pas du tout comme je le fais, à sa façon à lui, pour raconter à la fois une histoire de représentation de la Terre et en même temps un choix à un moment. Donc c'est comparatif et aussi politique dans son cas. J'essaie de finir. On va finir là-dessus. Où je le trouve. Cosmogramme. Pas sûr de l'avoir. Parce que tu vois, s'il y a en fait il y a un système des cosmogrammes, on voit apparaître des contraintes. Je trouverais ça vachement intéressant. C'est un petit peu à l'horizon de ce séminaire que nous faisons. C'est par exemple, si j'ai indiqué tout à l'heure, dans le théâtre antique, tu as la multiplicité, polythéisme, en quelque sorte, de puissance. Hein, mais ça va avec le litige, divisé, quoi. C'est difficile. Alors que on voit bien que quand on passe à l'un, on ne peut le faire qu'avec l'infini. Ça, c'est des petites corrélations. Si on était un anthropologue lévi-straussien austère, orthodoxe et dogmatique, on dirait ben ça c'est super, c'est exactement ça qu'on cherche, c'est les petites corrélations de variations. Et grâce à une sorte d'atlas, enfin, on pourrait même l'appeler un atlas des cosmogrammes, à vrai dire, c'est en tout cas des listes de cosmogrammes, ben on verrait quelles sont les variations qui sont possibles, pas possibles, en quelque sorte. Et puis, si on est carrément un Philippe d'Escola, on arriverait à dire ah ben voilà, en fait, il y a 4 grands paramètres, il y a 2 grands paramètres de variation qui produisent une combinatoire à 4 termes, ou il y en a 12 qui produisent une combinatoire à je ne sais pas combien. Ça, c'est structuraliste standard. Enfin, oui, donc c'est très loin du structuralisme quand même, ce que je décris. C'est presque l'inverse. Non, c'est du matériau. C'est de la matière. C'est du matos. C'est pour ça que je dis c'est un métastructuralisme. C'est un métastructuralisme au sens où ça donne ça nous donne des figurations concrètes et pratiques, encore une fois, c'est-à-dire que les gens peuvent ensuite manipuler pour répondre à cette vaste question de savoir comment le lointain fait le proche. Et qui lui-même, le structuralisme lui-même répond à cette question aussi, d'une certaine manière. Mais aussi, c'est vrai qu'on peut comparer ces différentes manières de le faire d'une manière structuraliste, c'est-à-dire en essayant de se dire ah ben tiens, c'est que moi je compare toujours la structure au beat show de D.J. Clark, vous savez, cette sculpture quand vous bougez un truc, il y a un autre truc qui bouge. Et ben voilà, donc les cosmogrammes, tu vois, quand tu bouges, mais là cette fois-ci, quand tu bouges
pas un cosmogramme particulier, mais quand tu bouges un truc, un paramètre dans un cosmogramme, quand tu cherches à faire la paix, par exemple, ben, en fait, il faut l'infini. Quelque chose comme ça. Tu bascules de l'un à l'autre. Tu ne peux pas avoir et la paix et disons, une relative ouverture de la composition des êtres. Non, si tu veux la paix, il faut le monothéisme. Moi, J'en sais rien. Ce genre de choses, vous voyez, c'est ça disons, l'esprit structuraliste. Parce que je reviens sur ce que tu dis, quand même, notre façon de travailler, encore une fois, un peu athéorique, puisque c'était une recherche, vous l'avez compris, très, très empirique, fondée sur une confiance énorme dans le pouvoir des représentations. La façon dont on a travaillé, c'était plutôt de démultiplier les cosmogrammes. Absolument. Et de dire, OK, là, on en fait 7, mais ce n'est pas clos. Et ça ne peut pas l'être. Et ça devrait continuer à foisonner, en quelque sorte. D'où cette image que je vous montrais à un moment, pardon, elle est trop petite, qui est tous ces cosmogrammes qui ont été faits par des étudiants en école d'architecture, en école d'art depuis 2019, depuis qu'on a sorti Terraforma et qu'on est allé faire de façon très pratique des terrains, des workshops. Et en fait, ce qui nous ravit, c'est cette démultiplication des cosmogrammes qui va contre tout réductionnisme, contre toute simplification, ou tout modèle structuraliste au sens orthodoxe. Oui, mais je répète, moi je pense que la réponse à une forme de totalisation un petit peu dogmatique n'est pas il n'y a pas de tout, il n'y a qu'une multiplicité proliférante et des singularités de tous les côtés, parce que ça, je crois ça que ne dit pas ça, il n'y a pas de tout, ça dit qu'il faut continuer à démultiplier les manières de faire le tout. Mais voilà. Tu vois bien que le problème se répète au second niveau, c'est-à-dire qu'il y a un nombre indéfini, à chaque fois singulier, de manières de faire le tout. Mais est-ce qu'il y a un tout des manières de faire le tout ? Moi, je pense vraiment que la question du terrestre nous confronte à ce problème qui est que, oui, on ne peut pas, dire, ces manières de faire le tout, elles communiquent forcément les unes avec les autres, éventuellement conflictuellement. Ça, c'est les 7 planètes. Voici les 7 planètes, qui est le cosmogramme des cosmogrammes, on pourrait dire. C'est la manière dont Bruno concevait à la fois son histoire à lui de la modernisation et en même temps, ce qu'on a essayé de représenter là, qui est encore une fois un dessin d'Alexandre Harel, c'est la nécessité, effectivement, d'un tout, pour reprendre le sens, terrestre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on démultiplie juste, qu'on a le choix entre cette planète, mais qu'il faut trouver les modes de représentation de ce tout que les terrestres. Alors moi, j'irais plus loin, je dirais que ça, c'est l'image, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'alternatives. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs terres possibles. Et c'est des alternatives de la Terre qui sont coexistantes virtuellement. Elles sont d'une certaine manière déjà là. Et cette description du système des variantes de la Terre est en fait une description de notre situation. Et donc, on voit bien que ces terres-là, elles sont des variantes les unes des autres, effectivement, entre lesquelles il faut choisir. Enfin, je dis toujours la formule fondamentale du structuralisme, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir. Quoi. Il y a des choses il y a des variantes, on perd un truc quand on en gagne un. Mais ce qui est important, c'est plutôt comment on décrit une situation. C'est pour ça que je te disais en commençant que j'avais remarqué une hésitation sur l'idée, est-ce que ces cosmogrammes, enfin, c'est une description de notre actualité, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que ce passage de cosmogrammes globalisants à des cosmogrammes en quelque sorte locales, c'est une manière de vérité profonde, ou on n'a pas besoin de dire que c'est une vérité profonde, c'est juste une bonne manière de se mettre, au fond, là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans la problématique terrestre qui est la nôtre. Et moi, je trouve que ce diagramme est une manière de représenter effectivement la structure de la Terre, c'est-à-dire le nombre des alternatives, des terres alternatives, qui constituent notre situation, au sens de notre problème, angoissant potentiellement, comme tout bon problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Cette énorme générosité pour partager avec nous ce travail multidimensionnel et proliférant.